Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Merci de votre écoute et votre fidélité. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Akram Khalif. Bonsoir. Bonsoir Deha Dridi. Bonsoir Khaled. Bonsoir Amal Ingrachen. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Abed Shelf. Bonsoir. Merci d'être présents tous autour de cette table du studio du CPP. On commence par l'image marquante de cette semaine. On commence toujours par cette question. C'est intéressant de connaître toujours vos impressions et ce qui vous a marqué avant de commencer l'émission. Akram, qu'est-ce qui vous a... Je commence par Abed parce que j'ai peur de lui piquer la sienne. D'avoir la même image de la semaine. Je préfère lui laisser Abed Shelf, l'occasion. quelle est votre image marquante de la semaine? Comment tu connais l'image? Bon, ça sera pas celle-là. Non, en fait, c'est un anniversaire. C'est l'anniversaire de la Rast. Et donc, c'était celle-là. moi, j'ai connu les Sahraouis dans une autre vie et je garde des souvenirs très forts. Et je fais un petit salut à mon ami Brahim Ghali. C'est votre ami, le président sahraoui? C'est un peu prétentieux, mais allez. Je pensais que vous alliez parler de l'anniversaire du président Erdogan, en fait, qui a passé son anniversaire en Algérie. Il faut voir chez ses amis, de Kamel Daoud. Khadridi, vous avez souhaité bon anniversaire au président turc? Non, certainement pas. Non. Et qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Cette semaine, je pense au Sinaï, en Égypte, à Sisi, qui a fermé le Sinaï et qui est en train de bombarder, de massacrer, de faire ce qu'il veut. C'est une opération dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais ça s'appelle Opération Sinaï 2018 et c'est vraiment l'enfer sur terre pour les gens qui vivent dans le nord du Sinaï. Voilà, c'est en prévision de l'élection présidentielle en Égypte en mars. Sisi, qui est candidat pour sa propre réélection Absolument. À la fin du mois de mars. Amal Ingrachen, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ma femme, enseignante à l'université. C'est votre femme qui vous a marqué, non? Oui, en fait, c'est plutôt une information qu'elle m'a donnée. Elle a été sollicitée par le rectorat de l'université de Boumerdas pour donner des séminaires à des enseignants nouvellement recrutés pour leur apprendre à rédiger des demandes. Alors, dans tous les pays du monde, pour enseigner à l'université, il faut avoir publié des livres. En Algérie, on recrute des enseignants à l'université pour les former, leur apprendre à rédiger des demandes. Ça m'a choqué. Qu'est-ce qui vous a... Donc, c'est votre image marquante de la semaine. Akram, votre image marquante de la semaine? C'est la sortie de Saïd Hadi. Saïd Hadi dans Middle East Eye, qui a fait quand même une sortie très, très intéressante concernant l'avenir immédiat du pays. Yassine, votre image marquante de la semaine? C'est la réaction du ministère des Affaires étrangères au rapport de Amnesty International concernant la partie algérienne. C'est d'une nullité abyssale. Voilà. J'arrive pas à comprendre que les autorités algériennes réagissent comme ça, en mettant en cause le crédit d'Amnesty International et en considérant que c'est un tissu de mensonges. Et voilà, c'est vraiment aux pires années des atteintes aux droits de l'homme. Je crois qu'on n'a pas réagi comme ça. Et c'est la première fois, je pense, que le ministère réagit à un rapport annuel d'Amnesty International, ce qui a provoqué un peu Monsieur Msahel vieillit très mal.
On commence le Café Presse Politique par le fait marquant aussi. C'est un des faits marquants de cette semaine. C'était la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie. Une visite de plusieurs jours, 2 à 3 jours. Il a rencontré tous les responsables politiques. Une visite placée sous le signe de l'économie. Mais c'est une visite controversée parce que le président turc en lui-même est un personnage controversé. Pourquoi est-ce que la visite du président turc suscite autant de réactions en Algérie, positives ou négatives? On en parlera, des réactions positives et les réactions négatives. Mais pourquoi est-ce que ça suscite tout cela, d'après vous, Abdelchaf? Parce que l'Algérie est un pays non géré. C'est aussi simple que ça. Quand il y a une visite d'un chef d'État étranger, quel qu'il soit, en principe, on a un gouvernement qui affiche une politique vis-à-vis de ce pays et donc qui informe les acteurs politiques, les partis, les administrations, la presse, qui met tout le monde dans le bain. Et le résultat, c'est que tu as tout le monde les différents acteurs politiques réagissent en fonction de ce qui est supposé être l'intérêt du pays. Alors, comme le pays est non géré, on a une espèce d'éparpillement de ceux qui se croient obligés, de ceux qui sont obligés de parler, de ceux qui se croient obligés, de ceux qui essayent d'apparaître à cette occasion-là, donc de faire du bruit, et donc ça tire dans tous les sens. Et le résultat, c'est que on ne sait pas quel est réellement l'intérêt de l'Algérie dans cette visite-là. Hersen, vous pensez aussi que ça peut être une explication, absence du président de la République, pays non géré, la controverse autour de cette visite, peut-être notamment la réaction de Kamel Daoud et du président du MSP? Oui, la réaction de Kamel Daoud, je laisserai peut-être l'éditrice de Huffington Post Algérie en parler, mais globalement, moi je voulais juste situer la controverse. Il y a 2 catégories de réactions. Bon, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des gens qui aiment bien Erdogan et qui considèrent qu'il est bienvenu en Algérie. On peut le dire dans l'opinion algérienne, c'est la majorité. Et puis il y a la catégorie de ceux qui ne lui souhaitent pas la bienvenue, mais les raisons pour lesquelles on ne le souhaite pas la bienvenue ne sont pas nécessairement les mêmes. Moi, j'ai tweeté quelque chose qui a provoqué beaucoup de débats ensuite. Moi, c'est ce qui me pose problème chez Erdogan, c'est qu'il a cassé un modèle dont on espérait, en tous les cas moi, j'espérais qu'il soit celui qu'on pourrait évoquer pour dire qu'il est possible de séculariser la pensée politique islamique dans un jeu institutionnel démocratique. Donc voilà, nous, c'était la Turquie, c'est un peu le modèle vers lequel on aurait pu tendre en disant les partis islamistes peuvent participer au jeu institutionnel démocratique, respecter le pouvoir quand ils y sont, le quitter, respecter l'alternance, ne pas... Et de ce point de vue-là, pendant longtemps, j'ai défendu Erdogan parce que je considérais qu'il a respecté cette feuille de route qui nous permettait de nous émanciper de cet essentialisme qui considère que si on est musulman, on n'est pas candidat, on ne peut pas être démocratique. Il est en train de casser tout ça. Il a embastillé des milliers de personnes. Il a mis en prison des journalistes. Il a condamné à mort des gens qui ne devaient pas être condamnés à mort. Pour moi, c'est un potentat. Et c'est de ce point de vue-là que je ne lui ai pas souhaité bienvenue. Et il y a la 3e position qui est celle que les gens qui n'aiment pas les islamistes dans tous les cas et qui ne l'aiment pas, qu'il ait respecté les règles institutionnelles ou qu'il ne les ait pas respectées. Pour eux, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour l'islamisme, pour développer les frères musulmans dans la région, dans le monde. C'est un peu en partie le cas de Kamel Daoud, mais pas seulement. Et ça, c'est la 3e catégorie qui a, à mon avis, celle qu'on a le plus entendue dans la controverse. Akram Khalif, Erdogan, bienvenue, pas bienvenue. Non, j'aimerais d'abord répondre à la première question. Oui. Je pense que c'est un signe aussi qu'il existe en Algérie des relais politiques d'autres pays que l'Algérie. On l'a vu clairement cette fois, on voit les relais politiques. En fait, la réaction a été... Non, c'est le MSP, c'est ça? Non, je tu pourrais être un relais politique, effectivement. Non, parce que j'aime bien qu'on soit précis, quoi. Voilà, c'est tout. Mais j'allais l'être. J'allais l'être. Non. Là où tu te trompes, c'est que la réaction, il y a aussi une autre réaction violente. Il n'y a pas que 3 catégories. Il y a aussi les salafistes qui ont très très mal réagi à la venue d'Erdogan. Donc, on voit aujourd'hui qu'en Algérie, on a des relais politiques d'autres pays, de la France, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, qui se battent en Algérie. Et personne n'a de point de vue autonome. Mais attends, Hersen,
de la Turquie, de la France, de l'Arabie Saoudite qui se font la guerre par militants locaux interposés. Et ça dénote un vide politique énorme et ça dénote l'absence de l'État. C'est exactement ça. Si le pays est non géré, mais un pays ne peut pas fonctionner avec, ça veut dire que d'autres partis le gèrent. Et donc ces partis sont forcément des partis externes si le pays n'est pas géré de l'intérieur par son État. J'aimerais juste répondre à la deuxième question. Maintenant, l'Algérie a une relation d'État à État. La diplomatie algérienne a une relation d'État à État avec les autres pays. Du moment où nous reconnaissons un pays, que nous avons des relations diplomatiques avec ce pays, on ne peut... C'est impensable de dire cette personne, ce président, n'est pas le bienvenu. Donc, tous les présidents que nous reconnaissons sont les bienvenus, de fait. Après, libre aux gens de commenter, d'aimer, de ne pas aimer, etc. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Le pays n'est pas géré, on est des relais, etc. C'est pas du tout ça. Erdogan, partout où il va, il suscite ce genre de réaction. Il va à Washington, D.C., il y a des manifestations, ces gardes du corps battent les manifestations, les frappent. Il y a une liste de 20 gardes du corps de Erdogan qui sont poursuivis en justice aux États-Unis. Il va au Chili, c'est la même chose. Il y a des manifestations, les gardes du corps se battent il a une odeur de soufre sur lui. Et ce n'est pas parce que les Algériens sont manipulés ou parce qu'il y a des relais ou parce que les Algériens sont comme le reste du monde. Ils écoutent, ils savent ce qui se passe. C'est pas le seul dictateur, entre guillemets, qui vient en Algérie, c'est ça? Pas du tout. Bah oui. Mais attendez. Il y en a d'autres qui viennent et qui ne suscitent pas ce genre de réaction. Non, mais parce que la Turquie... Parce qu'ils n'ont pas de relais politique en Algérie. Mais non, alors, Akram, j'ai demandé 2 fois à Ersen de te laisser terminer. Laisse-moi terminer. Allez-y. Alors, on est des consciences libres. On a le droit de dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas la représentante du gouvernement algérien. Moi, je suis ce qui se passe en Turquie et ça me choque. Il y a plus de 100 journalistes qui sont en prison en Turquie. Ça, je veux dire, nous, on est des journalistes ici, on est pour la liberté de la presse, etc. et tout, mais que ça se passe en Turquie, on s'en fout. Non, moi, ça me choque. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait des voix. Ça peut être une voix, une conscience qui dit non, monsieur Erdogan, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Chacun le fait avec son style. Kamel Daoud l'a fait avec son style, c'est sa manière de faire, etc. Mais au moins, il y a eu quelqu'un pour rappeler que cet homme-là est un bourreau en ce moment. Il y a 50 000 prisonniers politiques en Turquie. En ce moment même, ils sont tous accusés de terrorisme et d'avoir comploté pour le coup d'État. 50 000 personnes dans le coup d'État. Où on a vu ça? C'est quoi ce coup d'État? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des choses que fait cet homme, surtout depuis le coup d'État du 15 juillet 2016, qui sont inacceptables. Avant ça, c'était différent. Est-ce que ce coup d'État n'est pas aussi condamnable, contre un président élu démocratiquement? Moi, j'étais absolument choquée qu'on ait fait, alors que je suis pas du tout une partisane d'Erdogan et tout ça, mais j'ai été choquée de voir qu'il y avait un coup d'État contre cet homme. Alors, attendez, il y a des gens, il y a trois journalistes qui sont aussi des écrivains, qui viennent d'être condamnés à perpétuité pour avoir, écoutez-moi bien, pour avoir été présents dans une émission avant le coup d'État, pour avoir envoyé, c'est écrit dans le réquisitoire, pour avoir envoyé un message subliminal en faveur du coup d'État. C'est quoi ça? Ça, c'est Big Brother. Ça, c'est quelque chose... Moi, ça me touche. Moi, je trouve... Je partage pas le point de vue de Kamel Daoud sur la Palestine, mais je partage entièrement sa tribune contre Erdogan. Ça m'a soulagée. Arman Ingrachen, dans ce débat pour ou contre la visite d'Erdogan, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que le problème qui se pose entre l'Algérie et la Turquie se pose entre l'Algérie et tous les pays. Je l'ai souvent dit, l'Algérie n'a pas
pas un seul pays ami, n'a pas un seul partenaire valable. Sa relation est floue et plus ou moins illisible avec tous les pays. C'est le cas de la Turquie aussi. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut faire avec la Turquie. Les Turcs, par contre, savent ce qu'ils veulent faire ici en Algérie. Ils veulent faire du business, avoir des relais politiques pour justement accompagner leurs affaires ici. Et c'est tout à fait normal pour un pays souverain qui a une stratégie, une politique. Maintenant, est-ce que Erdogan est le bienvenu? Je pense que oui, parce que c'est un président d'un État que l'Algérie reconnaît. Donc, il a tout à fait le droit de venir. S'il y a lieu de poser une question, c'est bien, est-ce qu'il faut couper nos relations diplomatiques avec tous les États gérés par des dictateurs, des gens qu'on considérerait des dictateurs? Est-ce que Erdogan est un dictateur? Bon, lui, il s'explique, il dit que s'il a fait, il y a eu des arrestations, ce qui a été fait par la justice, pas par sa personne en tant que président. Il l'a fait dans le sillage de ce qu'a entraîné le coup d'État. Je pense que c'est faisable dans tous les pays du monde. Quand il y a tentative de coup d'État, il y a forcément des représailles qui peuvent générer des dépassements. Et donc, tu es d'accord avec ces représailles? Toi, tu non, trouves que c'est normal? je suis pas d'accord du tout. Pour les journalistes, des délits d'opinion, moi, je suis pas du tout d'accord. C'est condamnable, mais moi, ça concerne la Turquie. Moi, je veux que l'Algérie ait des rapports très pragmatiques avec tous les États et ne s'ingère pas dans leurs affaires internes. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que ces gens-là qui contestent la venue de Erdogan en Algérie ont souhaité une bienvenue plutôt chaleureuse à un président d'un pays qui a non seulement commis des massacres atroces en Algérie à un moment donné, et qui continue à commettre des massacres dans beaucoup de pays, dans certains pays voisins, la Libye par exemple. La France a commis des massacres et est entièrement responsable dans ce qui se passe en Libye. On n'a pas vu ça, on a souhaité la bienvenue à Macron et on a même dîné avec lui. S'il te plaît, de qui parles-tu? Parce que moi, personnellement, je n'ai souhaité la bienvenue à personne. Je ne parle pas de toi, Deha. Alors de qui? Mais non, il faut nommer. De certains intellectuels qui se donnent en spectacle, qui sont devenus ces derniers temps des bêtes de spectacle. Je trouve ça ridicule. Exactement. C'est quoi? Il faut le dire. Kamel Daoud, par exemple, il est devenu une bête de spectacle. Il s'exhibe à chaque fois pour des choses qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucune utilité. C'est vraiment de l'agitation. On donne la parole à Abdelchef. Moi, je suis obligé de prendre une aspirine avec tout ça. Il fallait le faire pendant que... Pendant qu'Ahmed Grachet disait que Kamel Daoud est une bête de spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord? On mélange un peu tout. Dans cette histoire, il y a une relation d'État à État. C'est une chose. Il y a les appréciations personnelles que nous pouvons avoir du pouvoir de Erdogan. C'est une deuxième chose. Cette visite de Erdogan, avec un pouvoir sérieux, organisé, structuré, il aurait pu nous donner le sens de cette visite, ce qu'on attend. Les gens seraient plus en mesure ou mieux en mesure d'apprécier cette visite. Donc, ça permet de cadrer les choses. Ça n'empêche pas l'expression des opinions politiques à propos de ce qui se passe en Turquie. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, au début des années 90, il y avait un bureau au ministère des Affaires étrangères, par exemple, qui était dédié au parti. Un responsable de parti qui doit aller en visite au Chili, en Allemagne, n'importe où, il allait au ministère des Affaires étrangères, il y avait quelqu'un qui l'accueillait et qui lui expliquait l'état de nos relations avec ce pays, les dossiers, etc. Sans donner de directives, sans rien. Et ce responsable de parti politique, quand il va ou quand il reçoit des gens de l'étranger, il sait au moins quels sont les enjeux. Ça permet
de cadrer un peu les choses. Les briefings diplomatiques en Algérie, on ne sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. Même avec la presse, ça se fait plus. On sait plus ce que c'est. C'est ça les briefings diplomatiques avec la presse. On sait plus ce que c'est. Et donc chacun est dans son ghetto, en train de défendre une position qu'il estime la plus juste possible. Ces positions sont parfois justes, enfin, dans l'absolu à titre personnel. Mais il n'y a pas d'État dans tout ça. C'est ça qui me choque. Moi, c'est ça qui me choque. Pour revenir à cette visite, parce qu'il faut se consacrer quand même, il faut se concentrer un peu sur la visite du président Erdogan. Comment vous avez réagi au fait que certaines parties parallèles à la délégation turque aient pu dire qu'on a essayé un peu de saboter cette visite en annulant l'étape de Kutchawa, en ne répondant pas favorablement à toutes les demandes faites par les Turcs sur le domaine économique, sur le domaine des visas, par exemple. Est-ce que Alger était un peu gêné d'accueillir Erdogan, le populaire, pour la majorité des Algériens? Mais la visite d'un chef d'État étranger à Alger s'organise 6 mois avant, avec un programme, un agenda fixé à la seconde près. On peut pas annuler une étape ou ne pas l'annuler ou la laisser au hasard ou encore une fois, ça revient au fonctionnement de l'État algérien. Une visite d'Erdogan, un pays comme l'Algérie peut en tirer profit, y compris et surtout quand c'est un pays avec lequel tu as des problèmes. Tu organises les choses de manière à tirer profit de cette visite. N'importe comment. Tu peux inviter demain George Bush Jr., tu peux n'importe quel président, Donald Trump, si l'Algérie a intérêt à une visite de Trump aujourd'hui en Algérie. J'imagine que les Algériens n'aiment pas beaucoup Trump. Mais si l'Algérie a besoin de cette visite et qu'il faut l'organiser, il faudra l'organiser parce que le pays va en tirer profit. Les sentiments de Hissène ou de Akram vis-à-vis de Trump, de Khadridi surtout. Ça passe. Mais si ça passe en seconde position, c'est utilisé de manière à ce que on gagne plus. On peut faire. Je vais aller à l'extrême. Le texte de Kamel Daoud. Si c'est un texte suscité par le pouvoir, c'est une excellente chose. Si on a envie de faire pression sur Erdogan, on sort un texte pareil. Maintenant, si ce texte sort de lui-même n'importe comment, ça prend une autre signification. Mais moi, je suis pas d'accord du tout parce que je pense que vous n'êtes jamais d'accord. Il est pas. Mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je comprends parfaitement et dans ce que dit Abed Sharif, il y a quelque chose de vrai, c'est que c'est un voyage qui devrait être organisé, l'agenda, etc. La presse en a appris par les sources comme ça dans les couloirs et ils n'ont jamais publié un programme de la visite qui allait avoir une visite avec inauguration de la mosquée Ketchawa, et on a appris de la même manière que ça avait été annulé pour des raisons peut-être qui sont liées à l'état de santé de notre propre président. D'accord, mais ça c'est la visite officielle, l'organisation entre deux États, deux gouvernements. Mais nous, je veux dire, il y a des gens, il y a l'opinion publique, il y a des gens qui s'expriment, qui ont une opinion. Je veux dire, dire que il faut absolument, il y a une répression féroce en Turquie. C'est-à-dire, tout le monde est appelé terroriste. C'est quand même, ça peut être quelque chose qui interpelle les gens, et ils n'ont pas besoin d'un briefing pour en parler. Kamel Daoud se considère comme une figure publique. Il a pris la parole, il a dit ce qu'il avait à dire, et c'est tout. C'est symbolique, c'est même pas. Oui. Zama, il va lui dire pour moi, tu n'es pas la bienvenue. Et je voudrais répondre ici à Ammar, parce que si tu dis que Kamel Daoud est une bête de spectacle, etc., il y a beaucoup de gens qui profitent de cette bête de spectacle. Notamment des éditeurs qui font des livres sur Kamel Daoud parce que ça c'est très rentable. Notamment toi-même en tant que mais si, c'est-à-dire voilà, donc c'est-à-dire quand c'est une bête de spectacle, c'est quelque chose qui tu peux pas jeter comme ça l'anathème sur quelqu'un qui n'est pas présent pour se défendre. Et dernièrement, juste sur la France et Macron, moi j'ai pas du tout compris les gens qui disent pourquoi ils parlent de Erdogan, pourquoi on parle pas de Macron. C'est comme si
la Turquie et la France étaient des ennemis et qu'ils n'étaient pas, alors que la Turquie, c'est le plus grand allié de la France, des Européens, des États-Unis, d'Israël. Ils sont tous très, très amis. J'ai pas du tout compris le sens de ceux qui nous disent, pourquoi vous, et la France, non, et les Occidentaux, leurs crimes, etc. et tout. Je veux dire, ils sont très, très amis. Donc, il n'y a aucune raison pour défendre. Je vais dire deux choses. Moi, je m'agace beaucoup des expressions sur les relais d'opinion en Algérie. Il y a des opinions libres en Algérie. L'Algérie est c'est le pays du monde qui a le plus souffert de l'islamisme radical. Le pays du monde qui a souffert le plus, qui a payé très cher. Il y a des gens qui n'aiment pas les islamistes en Algérie, je les comprends. Je comprends complètement qu'ils le soient parce que c'est l'expression, je crois, tu as évoqué tout à l'heure Saïd Saadi, suspicion légitime par rapport à l'islamisme politique qui doit se réformer par rapport à cette tentation hégémonique. Et donc, une figure comme Erdogan peut susciter de la phobie. Ça, il faut le comprendre. Il faut travailler avec, il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça ne veut pas dire que... Mais c'est un autre débat. Ça existe. Il y a en Algérie des gens qui sont des défenseurs, dans la durée, des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Ça existe. Ils sont minoritaires et ils prennent des positions sur ces bases-là. Ils existent, ils sont peut-être pas suffisamment audibles, mais ils existent. Ils n'aiment pas les autocrates. D'abord les leurs, ils le disent tout le temps. Et puis ceux des autres. Et en particulier, on est plus sensible aux autocrates des pays qui nous ressemblent un petit peu. C'est pour ça qu'on châtie plus Erdogan, parce que c'est un pays qui est supposé porter une expérience qui peut nous inspirer. Donc voilà. Et il y a ceux qui soutiennent, qui sont aussi, d'un point de vue de sympathie politique, qui considèrent que les islamistes de la Turquie, c'est les bons islamistes, et les soutiennent. Et ils n'ont pas besoin d'être les relais de qui que ce soit. C'est dans leur expérience, c'est qu'ils veulent. C'est tout. Ça, il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des relais de la Turquie, de l'Arabie Saoudite et de la France en Algérie qu'il n'y a pas ces gens-là. On avait le sentiment qu'ils n'existaient pas. Que tous ceux qui sont parlés étaient des relais. C'est pas de ma faute s'ils n'existent pas, s'ils ne se sont pas exprimés. Non, mais toi, tu as eu l'occasion de t'exprimer maintenant, de dire clairement, oui, la Turquie aurait pu être un modèle intéressant pour nous, et oui, Erdogan est un autocrate. Tu as pu le faire. Le souci aujourd'hui, c'est que ces voix-là, qui ne sont ni relais de pays étrangers, ni autre chose, ne s'expriment pas, ne sont pas structurés. C'est ça le vrai souci. Et c'est à ça que j'appelle. C'est que la visite de Erdogan s'est déroulée sous, on va dire, une espèce de dualité symbolisée par Makri et Kamel Daoud. L'État algérien, il était où? Est-ce que vous avez en tête une déclaration qui a du sens de la part du ministre des Affaires étrangères Msahel, de la part de Ouihia, de la part du président de la République? Il n'y a rien. Donc, cette visite a servi à exacerber des tensions, des frictions, des divergences idéologiques, et donc à montrer l'Algérie comme un pays qui n'existe que par ses relais. C'est ça, c'est lamentable. C'est-à-dire, c'est quelque chose... Un pays qui ne fonctionne pas, avec un État qui n'est pas performant, des événements, des faits qui peuvent être utilisés positivement se retournent contre le pays. Amar. Juste pour une mise au point, Hassan, tu attribues des propos à quelqu'un et il ne les a pas dit. Ce qui est reproché à Erdogan, ce n'est pas le fait qu'il soit islamiste, c'est le fait qu'il ait porté atteinte à des libertés, etc. Et ça, il n'y a pas que Erdogan qui le fait dans le monde, il y a beaucoup de présidents qui l'ont fait et qui le font toujours et qui viennent en Algérie et auxquels on ne reproche rien. Pourquoi Erdogan? Moi, je considère que c'est juste un prétexte pour exister médiatiquement. C'est tout. Non, c'est pas très fort comme argument. Pour ce qui est des militants, oui, j'en connais beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'exister. J'en connais beaucoup. Kalam a cité Saïd Saadi, et Saïd Saadi, pour moi, c'est le modèle de la militance. Voilà. Moi, je voulais le débat qu'a suscité le tweet que j'ai lancé est très intéressant, il révèle des choses. C'est sur démocratie et islamisme politique. Plus que ça. Il y a eu des réactions de twittos qui disent si on a un leader qui soit même islamiste, si on a un leader qui développe l'Algérie comme la Turquie a été développée, qui soit autocrate, on s'en fout.
Ça existe, ce point de vue existe. Dans le bilan, les gens, c'est-à-dire qu'il y a une structure dans la. Alors ça c'est préoccupant. Ça c'est préoccupant. Non, mais j'ai voulu corriger ça. L'admiration, on va oublier Erdogan. L'admiration des Algériens pour les Chinois. La Chine, c'est quand même un pays autoritaire. Mais cette discipline, ce développement, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés. Alors, à la différence du Parti communiste chinois, l'architecte du modèle de croissance accélérée turc n'est pas Tayyip Erdogan. Ça, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas lui. Ça, il faudra. Je l'ai rappelé dans une chronique qui est sortie cette semaine, parce que j'ai trouvé ça exaspérant quand même. C'est un consensus, c'est ce qui nous manque en fait en Algérie. C'est un consensus très fort qui est né d'une crise très profonde à la fin des années 90. L'ancien modèle capitaliste élitiste de l'ère kémaliste s'est effondré. Et le nouveau modèle, c'était un modèle qui est né sur un consensus politique interne. Et ce modèle-là, l'AKP, l'ancêtre du parti que dirige aujourd'hui Erdogan, n'a fait que le prolonger. Erdogan l'a trouvé en train de tourner. C'est un peu comme Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, il est arrivé à trouver une équipe qui tournait. On peut pas attribuer tout le mérite. Voilà, c'est pas l'architecte. C'est pas Mahathir en Malaisie. Qui est l'architecte du modèle malaisien. Donc il faut arrêter avec lui, il risque de ressembler plus dans le bilan, dans 10 ans quand on fera le bilan, à celui qui a démantelé le modèle turc. Qu'on s'entende bien. Comme Merkel récolte les fruits de la politique de Gerhard Schröder notamment. On se retrouve dans un tout petit moment pour la deuxième partie du CPP. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Bienvenue pour la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec Abed Chalaf, Ihsan Qadi, Akram Kharif, Bey Khadridi et Akram Kharif. Non, et Amar oui, j'ai dû faire une erreur quelque part parce que je me suis rendu compte que j'ai déjà dit Kharif. Amar Ingrachen. Donc, on va parler de politique intérieure algérienne, même si Erdogan c'était un peu de la politique intérieure algérienne, avec une question autour des décisions, des politiques. Je pensais que tu allais nous demander comment vous avez trouvé le président dans sa poignée de main avec Erdogan, qui serait une bonne transition en main. Comment vous l'avez trouvé, l'entrée du président turc, son salam alaykoum, le président de la République qui lui parle, quelqu'un veut réagir j'ai demandé la question, c'est parce que c'était pour moi encore un moment d'humiliation. Voilà, tout simplement. Un de plus qu'on subit depuis l'AVC de 2017. Et en parlant donc du président de la République qui a décidé lui-même de donner raison aux enseignants dans ce bras de fer, dans leur bras de fer, notamment celui des syndicats autonomes avec la ministre de l'Éducation nationale, on a l'impression que sur le volet économique et que sur le volet social, parce qu'on peut aussi parler d'austérité dans le domaine social, on a l'impression que le président ne veut pas assumer les décisions de rigueur prises par le gouvernement et qui prend toujours l'initiative un peu de donner raison aux grévistes et aux protestataires. Est-ce que vous pensez la même chose concernant par exemple cette affaire des enseignants? Ihsan. Clairement oui. Moi, je pense que le président Bouteflika est le maillon faible de la politique d'austérité du gouvernement, la politique qu'il est obligé d'engager. Hein, c'était pas un choix. C'est parce que d'entre tous, c'est celui qui a un calendrier électoral. Voilà, clairement. Ouihia, il a toujours fait les basses besognes. Il considère que de le faire, ça donne un CV pour être président.
Au départ, quand il a commencé à le faire, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, il pense que si. Donc lui, il est capable de ratatiner tout le monde si on lui lâche la bride. Mais Bouteflika, il est quand même dans ce calcul-là, et donc il y a eu les privatisations, et c'est porté aux premières lignes pour interdire la reprise des privatisations. On a très bien senti la reculade de Ahmed Yahya, que ça allait venir de la présidence. Ahmed Yahya a pris un peu les devants sur la question des subventions, et aujourd'hui sur le front social, il joue l'apaisement, voilà, pour essayer dans le cadre du CNAPES, de la grève du CNAPES, il offre vraiment une porte de sortie un petit peu par le haut à la ministre qui était engoncée dans un processus de répression qui allait droit dans le mur. Voilà, donc où c'est que tout ça va mener? À mon avis, ça peut alimenter, et ce serait bien, de nouveau les grèves et une poussée encore plus grande des mouvements sociaux. Abed Sherif, on l'a vu il y a quelques mois avec le bac, lorsque le président a désavoué la ministre de l'Éducation, c'est là l'annonce d'une deuxième session du bac. On l'a vu avec le PPP, le partenariat public-privé. Est-ce que vous pensez aussi que le président qui aurait dit au début de son mandat que lui ne serait jamais le président qui abolirait les subventions, etc., etc. Est-ce qu'il est constant, le président, sur ce sujet? Le président est constant sur autre chose. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais c'est une démarche. C'est un joueur d'échecs qui prépare son 5e mandat. Pour le président de la République, un ministre, ça n'existe pas, c'est secondaire. C'est un pion qui est là pour un temps et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Il peut avoir une petite marge pour négocier, pour pistonner ses copains, pour placer ses enfants, pour gagner un peu d'argent. Mais quand il y a une décision sérieuse à prendre, c'est le président qui la prend. Et dans cette crise, l'idée d'un revirement, d'un retournement de situation, pour moi, elle était évidente depuis 10 jours. On a provoqué délibérément, ou bien on a laissé les choses aller au pourrissement pour que la bonne décision vienne du roi, qui désavoue le petit ministre qui agit à tort et à travers. Et donc, demain, les enseignants vont applaudir. Ils vont applaudir le président de la République. Ils n'ont en même temps rien obtenu. Ils vont obtenir des choses, ça va se négocier. Il faut, j'allais dire, faire confiance dans le sens croire à la capacité de ces gens-là de savoir gérer les choses. Dans 2 ou 3 semaines, tu vas voir ce qui va se passer. Les choses vont s'aplanir et les enseignants vont voter pour le président de la République. Et un ministre, ça ne démissionne pas en Algérie quand il est désavoué de cette manière. Est-ce que pour vous, c'est un désaveu pour un ministre, en l'occurrence la ministre de l'Éducation? Oui, mais on est dans des concepts on est dans des mondes différents. Quand on est dans le 4e mandat, on n'est pas ministre. On est fonctionnaire, on est là pour exécuter des ordres. Point. Des instructions. Il n'y a aucune autonomie, aucune existence. Il n'y a aucune existence des ministres. Et donc, ils sont prêts à tout accepter. Tu as parlé de la 2e session du bac. Un ministre qui démissionne, c'est un ministre qui ne devient pas ministre du 4e mandat. C'est une impossibilité. À partir du moment où on accepte ce poste, on accepte toutes les humiliations. Et il y en aura encore. Il n'y a plus de limite à ça. C'est dans ce qui est voulu par le président de la République. Abani Grachen. Je suis parfaitement d'accord avec Abed Sherif. Ça m'inquiète. Non, sur ce point du moins, je suis absolument d'accord. Quand on est ministre du 4e mandat, on est un fonctionnaire. Et Ousma Ben Ghbret, elle a cherché un emploi, elle l'a trouvé, tant mieux pour elle, pour une certaine période. Mais pour la reculade du président, c'est une année préélectorale. Bouteflika, il est issu d'une culture populiste. Il ne peut pas faire de la politique en dehors du paradigme populiste. Donc, à chaque fois qu'il y a risque, il recule et il prolonge ce paradigme et ça lui permet de continuer et éventuellement de préparer le terrain pour un 5e mandat ou pour son successeur. Voilà. Moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je suis pas dans
c'est-à-dire moi ce que je vois, c'est surtout ce qui me reste de ça, c'est la manière de la ministre de gérer une crise de cette gravité en mettant tout le monde à la porte. Je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve c'est incroyable. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a tout de suite eu des mises en demeure, des licenciements massifs. On n'appelle pas ça la fermeté. Non, c'est pas de la fermeté. Moi, je trouve que c'est aberrant Moi, je suis prêt à aller très loin. Je suis prêt à parier une pige de Maghreb émergent. C'est pas beaucoup, mais elle a été délibérément poussée vers cette extrémité pour faire apparaître la monstruosité du président. Et alors la grève aussi, elle a été... Non, pas la grève. À partir il y a la grève, il y a un fait social, il y a une agitation sociale. À partir d'un moment donné, on commence à la gérer. On la gère à différents niveaux. Et à ce moment-là... On la gère par le biais des petits fonctionnaires du ministère, par le biais du ministre, par le biais des conseillers du ministre, par des intervenants externes. Rappelez-vous, l'IAIA, l'association Jamiat Ulama qui s'est proposée comme médiateur, etc. On a l'impression qu'il y a un charabia, comme si on avait envie que ça pourrisse. Pour moi, c'était évident que il n'y avait pas une volonté de résoudre la crise. Et puis, tu as le président qui arrive et qui aplanit tout. C'est parfait. Hassan ? Le vrai test, à mon avis, c'est une ambiance, c'est une tendance. Je considère que Bouteflika intervient comme celui qui, compte tenu de son agenda électoral, va chaque fois finir dans son paradigme populiste. C'est toi qui as utilisé cette expression, donner raison au mouvement. Il y a quand même le vrai test, à mon avis, le critérium de vérité, c'est le service civil des résidents. C'est le service des résidents. Parce que là, il y a un vrai bras de fer. Et s'il y a une reculade sur ça, ce que je souhaite, parce que je considère, pour avoir écouté toutes les parties, que tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système du service civil n'est pas viable. S'il y a une reculade du gouvernement, là on pourra vraiment dire, à mon avis maintenant elle ne peut venir que du président de la République, d'autant qu'Ahmed Yahya a dit que ça allait provoquer un désert médical si on reculait sur le service civil. Je pense que c'est là où on pourra tirer des conclusions définitives sur cette histoire de maillon faible. Moi je souhaite que ça arrive parce que ça donnera une prime à la lutte et ce sera de très bon augure pour la suite. Bon, le président Kalom n'a pas encore soutenu les médecins résidents. Est-ce qu'il peut le faire comme il a fait avec les enseignants aussi? Je pense qu'il va devoir trancher. Apparemment, il est en train de s'impliquer personnellement dans pas mal d'actions décisives du gouvernement, dans le sens de la réforme ou dans le sens de changement ou de réponse sociale. Je pense qu'il va être amené à trancher. Et c'est possible, à cause du jeu électoral de l'année prochaine, qu'il le fasse de façon peut-être atténuée, mais qu'il soit en faveur des résidents. Enfin, c'est tout à son intérêt s'il le fait pour ça. Et il y a que les retraités de l'ANP qui n'auront rien. Non, il y a des petits indices comme ça qui sont très gênants. C'est l'intervention de quelqu'un comme Ali Aïa qui vient pourquoi Madame Ben Ghabrit et Ali Aïa, c'est en théorie des mondes totalement différents. Elle le reçoit. Pourquoi elle le reçoit? Elle ne peut le recevoir que si elle a reçu une instruction pour le recevoir. C'est pas possible. Autrement, c'est pas possible. Ni pour son image, ni pour sa crédibilité, ni pour sa démarche. Ça n'a aucun sens si elle n'a pas reçu une instruction. Le patron du CNAPSET a dit, on a eu des contacts en très haut lieu. En très haut lieu, c'est quoi? Comme ça, je dirais, il y a deux très hauts lieux. Saïd Bouteflika ou la direction ou le DRS. Parce que on oublie que les ministères sont gérés par cette structure, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, l'implication de l'une des deux ou de ces deux, j'allais dire structures, Saïd Bouteflika est une structure, l'intervention de ces deux entités montre que la gestion de ces conflits a changé de main. Et quand ça change de main, on peut aller à toute la solution. Pour les médecins aussi. Si ça change de main, ça c'est résolu en une demi-heure. Je sais pas. Moi, je pense que le problème avec les problèmes que posent les médecins résidents, c'est quelque chose qui est là depuis
depuis 2002, je pense, 2001, où ça a commencé à se poser dans la rue par des manifestations, etc. Donc, à la limite, moi personnellement, que ce soit comment il s'appelle, Bouteflika qui intervienne, ou pour être, c'est-à-dire, à la limite, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une vraie solution à un vrai problème. Et c'est pas seulement le problème, c'est pas seulement de supprimer le service civil, ça serait aberrant de faire ça, mais d'en faire quelque chose de plus intelligent, de plus flexible, surtout d'efficace. Et je pense que c'est si personne n'a les moyens de réfléchir à résoudre ce problème-là de manière permanente, c'est un vrai problème, beaucoup plus que la réélection de Bouteflika. Oui, Akram, je pense qu'il serait préférable dans ce cas de supprimer le service militaire, plutôt que le service civil. Moi, je suis pour la suppression du service militaire, personnellement, si on me posait la question. Ça, c'est une réflexion que le pays n'est pas capable d'avoir aujourd'hui, alors qu'il devrait l'avoir. Absolument. Le service national, ça a été une institution qui a été quand même très importante dans le façonnement de l'idée nationale à un moment donné. Il y a tout un patrimoine derrière ça. Est-ce que ça a gardé ce sens-là? Non. C'est une question, je ne réponds ni par nous. Oui, il faut évaluer. Il faut évaluer. Moi, j'ai pas envie de trancher Agda à la légère. Il faut évaluer. Sur énormément de questions, sur la question de la santé, il faut lire ce que dit le professeur Chewi. Si on lit ce que dit le professeur Chewi, on va se rendre compte que cette crise est une absurdité. Parce que il y a en amont des mesures qu'il faut prendre ou qu'il aurait fallu prendre, et on serait arrivé à une situation où la question du service civil ne se poserait pas du tout. Elle ne se poserait pas du tout. Mais ça suppose une volonté de réformer le pays et de construire un État. Ça, c'est autre chose. C'est une question compliquée. Il y a quelques semaines sur ce plateau, Abed Sharif, vous disiez que nous sommes à quelques semaines, voire à quelques mois de l'entrée, du début des tractations pour la présidentielle de 2019. Est-ce que cette décision présidentielle entre dans cette préparation dans ces tractations pour voir qui sera candidat, comment on est, si on s'annonce ou pas? Est-ce qu'on y est? Je pense qu'on y est en plein. Il y a du côté du pouvoir, donc c'est le 5e mandat qui se met en place. En fait, il se met pas en place. Il n'a pas besoin de se mettre en place. Il est déjà là. Il lui suffit d'éviter l'émergence de quelque chose de différent qui le dérange. Mais d'un autre côté, on a des choses qui sont en train d'apparaître de manière très lente. On a l'appel par exemple, de Soufiane Djilali pour une candidature de l'opposition. On a un texte de Saïd Saadi qui est extrêmement intéressant, qui fait une ouverture très intéressante. Donc c'est tout récent. Il a quitté le RCD. Il a choisi de publier ce texte donc comme Saïd Saadi et pas comme RCD ou là. Il fait une ouverture qui est très intéressante sur ce qu'il serait possible de faire. Et on se rend compte que dans ce qui est proposé par les uns et par les autres, il y a énormément de convergence. Ça devient intéressant. Maintenant, il faudrait que quelqu'un, un groupe, un parti ou des gens prennent en charge ça pour accélérer les choses. Amani Grachen. Le système algérien repose sur un consensus économiquement rentier, socialement clientéliste et politiquement islamiste. Et sur ce consensus, je n'ai vu aucune volonté de le briser, ni au sein de l'opposition, ni au sein du pouvoir. Donc, pour le moment, je pense que tout le monde est d'accord sur le maintien du statu quo, et ce qui est recherché à travers les appels des uns et des autres à des candidatures uniques, etc., c'est plutôt une procédure de remplacement du pouvoir en place. J'ai particulièrement apprécié la contribution de Saïd Saadi parce qu'il a parlé du changement doctrinaux
dans le système. Sinon, pour le reste, c'est pas très intéressant. Si on reste on reconduit ce consensus, ça n'a absolument aucun sens. Merci à vous tous d'avoir été présents à ce Café Presse Politique. Merci Akram Khalif, merci Daïa Khadalidi, merci à Amani Grachan, Hassan Qadi et à Abed Sherif. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, mercredi prochain, à partir de 18h en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.